Bonjour et bienvenue à tous dans ce dernier numéro de Demain à la Une pour l'année 2020, une année spéciale qui nous marquera tous à jamais. Justement, pour ce dernier numéro, nous avons voulu nous projeter dans l'avenir et essayer de voir comment se présentent les choses en 2021 par rapport à l'évolution de cette pandémie du Covid-19 qui a donc marqué le monde entier. Pour cela, nous allons commencer tout d'abord cette première partie par faire le point sur la situation en France avant de rejoindre notre correspondant en Chine, là où tout a commencé, pour lui demander eh bien, justement comment se prépare Pékin pour tourner la page de 2020. J'ai donc le plaisir d'avoir tout d'abord à mes côtés, ici dans les studios à Issy-les-Moulineaux, Charlotte Urien-Tomaka, qui est journaliste à France 24. Bonjour Charlotte. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Et puis depuis la Chine, Charles Pellegrin, notre correspondant. Bonjour Charles. Alors, il va y avoir tout le temps, voilà, j'explique juste qu'il va y avoir un petit décalage dû justement au fait que nous sommes en duplex. Alors, Charlotte, je commence tout d'abord avec vous. Le président français Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19 cette semaine. Lui qui avait justement passé la semaine dernière, entouré de pas mal de monde, d'Européens, de Français, voire même serrer des mains, dîner en tout cas et faire des réunions. Oui, et ça a provoqué donc une avalanche de cas contacts après cette annonce d'Emmanuel Macron qui est positif au Covid-19. Alors sur ce point, en fait, les avis des experts en communication divergent. Déjà, la question qui peut se poser, c'est comment est-ce que l'homme le plus surveillé de France a pu être contaminé par le Covid-19 ? Bon, après, il reste un humain comme les autres, et puis il y a des moments d'inattention, on l'imagine. Mais les avis des spécialistes donc divergent, je le disais. D'un côté, on a certains experts en communication qui pensent que la nouvelle est plutôt positive pour Emmanuel Macron. Elle montre que c'est un Français comme les autres, avec ses forces, avec ses faiblesses, et que peut-être cette information peut contribuer à le faire monter dans les sondages qui restent toujours importants, même en période de pandémie. D'un autre côté, on a certains communicants qui nous disent que non, eh bien c'est une faiblesse parce que le président a été imprudent en multipliant les réunions en présentiel à l'Élysée, alors que des réunions en visio sont possibles. Oui. On l'a vu pendant ce premier confinement. On invite les Français à les faire tout le temps d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et puis j'allais le dire aussi, on invite aussi les Français, en plus de télétravailler, à se réunir à 6 personnes maximum à table le soir de Noël, à garder leur masque. C'est le porte-parole de l'Élysée du gouvernement qui l'a dit cette semaine, alors que le président dînait à plus de 10 personnes le soir avant sa contamination. Mais les communicants de l'Élysée, ils ont tout de suite désamorcé la polémique, évidemment, en disant qu'Emmanuel Macron a scrupuleusement respecté les gestes barrières, qu'il a fait très attention, que ces dîners étaient totalement justifiés, puis qu'ils ont eu lieu dans la salle des fêtes de l'Élysée, salle des fêtes qui est très grande, qui peut accueillir jusqu'à 700 convives. Donc il y avait les gestes barrières qui étaient respectés, avec de l'espace entre chaque invité. Mais bon, il n'en reste pas moins qu'on a vu, vous l'avez dit, le président Emmanuel Macron lors du sommet européen notamment, et puis il a reçu d'autres dirigeants étrangers à l'Élysée, donner l'accolade à ses chefs d'État étrangers, et ça, c'est un très mauvais signal envoyé parce que ça ne respecte pas les gestes barrières. Plusieurs personnalités d'ailleurs européennes se sentent auto-isolées en attendant de faire eux-mêmes et elles-mêmes des tests. On a entamé la première phase de déconfinement en France, c'était le 15 décembre, et une dérogation a été accordée pour les fêtes de Noël. Oui, tout à fait. Donc la France, elle est passée en période de couvre-feu après cette période de confinement. C'est la première période de la phase du déconfinement qui est prévue en 3 temps, donc jusqu'à fin janvier. Une première phase qui a été allégée par rapport au dispositif qui a été prévu au tout début, parce que vous le savez, il était conditionné à un passage à 5 000 contaminations par jour. Finalement, ce n'est pas le cas. Oui. On est aux alentours de 15 à 17 000 contaminations par jour. Les hôpitaux et les services de réanimation sont toujours sous tension. Les contaminations ne baissent pas et le nombre de décès en France par jour ne baisse pas non plus. Donc le monde de la culture, finalement, n'a pas pu rouvrir ses théâtres, cinémas et musées. Et puis le couvre-feu donc s'applique aux vacances de Noël, mais avec un assouplissement puisque les déplacements interrégions sont possibles. Et puis il n'y aura pas de couvre-feu le soir de Noël, mais le gouvernement a décidé de sacrifier le Nouvel An avec un couvre-feu donc de 20h à 6h du matin. Alors, on va aller en Chine désormais. Charles, vous êtes avec nous. Comment se présente la situation sanitaire en Chine aujourd'hui et surtout dans les régions d'ailleurs, par exemple dans le Wuhan où tout avait commencé ? Alors en Chine aujourd'hui, l'essentiel des cas de Covid-19 qui sont recensés de façon quotidienne sont des cas
importés de l'étranger qui sont trouvés, signalés à l'entrée sur le territoire chinois. On ne trouve qu'une poignée de transmissions locales dans le pays, et cela depuis plusieurs mois maintenant. Alors, pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur du nombre de cas aujourd'hui en Chine, on a recensé un total de plus de 86 000 cas de Covid-19 confirmés, à comparer avec plus de 2,4 millions de cas confirmés de Covid-19 en France. Pour ce qui est tout ça, la Chine est peut-être le pays où le virus est apparu pour la première fois et où le virus a fait des dégâts en premier. Mais aujourd'hui, la Chine a vraiment maîtrisé ce virus avec la règle des 3 T, en mettant l'accent sur le test, le traçage et le traitement. Le test, c'est les campagnes de dépistage massives. Le traitement, c'est l'isolement en quarantaine pour tous les cas de Covid-19, y compris ceux qui sont asymptomatique, et le traçage, c'est l'utilisation partout dans tout le territoire d'applications de traçage de code QR pour montrer où on a été dans le pays, ce qui est encore en vigueur aujourd'hui. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui encore à Wuhan, où je me suis rendu cette semaine pendant 5 jours, où j'ai pu voir une ville qui est vraiment revenue entièrement à la normale. Les gens retournent au travail, les gens vont au restaurant. Ensuite, le port du masque est toujours extrêmement majoritaire dans les rues. Mais oui, vraiment aujourd'hui, la Chine a maîtrisé le virus. On peut vraiment le dire. Alors, Charles, d'un autre côté, et puis ça sera début janvier, une mission internationale chargée d'enquêter sur les origines du virus ayant déclenché la pandémie du coronavirus. Donc cette mission internationale va aller en Chine. L'annonce a été faite par l'OMS. Comment est-ce que cette annonce a été reçue par les Chinois? Et puis d'un autre côté, est-ce qu'une telle enquête pourrait vraiment nous révéler quelque chose quasiment un an après l'identification du premier patient diagnostiqué Covid-19 positif? Et c'était dans la province de Hubei, en Chine centrale. Eh bien, cette mission des enquêteurs de l'Organisation mondiale de la santé est bien reçue ici en Chine, parce qu'elle a été acceptée par la Chine, et elle a été acceptée sur ses propres termes. En effet, elle intervient plus d'1 an après les débuts, après les premiers cas de Covid-19 confirmés dans le pays, et elle se fait sur les propres termes de la Chine, c'est-à-dire que toutes les recherches préliminaires de cette enquête sont faites par des scientifiques chinois, c'est-à-dire les échantillons qui ont été prélevés ont été faits par des scientifiques chinois. Donc tout cela fait en sorte que la Chine est très confiante de cette enquête. En effet, cette enquête sur les origines du coronavirus est extrêmement politique aujourd'hui, puisque de nombreux pays, notamment les États-Unis, ont appelé à la Chine à faire preuve de plus de transparence. Il y a plusieurs théories sur l'origine de ce virus qui sont tous liées à ce marché Huanan qui est au centre de la ville de Wuhan, dans la province du Hubei. À l'origine, on pensait que c'était le lieu où on pense encore, de nombreux scientifiques pensent que c'est le lieu où la transmission entre l'animal et l'homme s'est passée pour ce nouveau coronavirus, car il y avait quelques échoppes dans ce marché qui faisaient du commerce d'animaux sauvages. Mais aujourd'hui, la Chine avance une autre hypothèse, comme quoi ce marché n'était pas le lieu où cette transmission entre l'animal et l'homme s'est passée, mais le premier lieu où le virus s'est propagé, où a vraiment commencé à contaminer la population dans un grand nombre. C'est une grande différence pour la Chine, et d'ailleurs, de plus en plus, les autorités chinoises avancent l'idée que le virus est arrivé par des produits surgelés importés de l'étranger en Chine, et que c'est juste à Wuhan qu'il a été décelé pour la première fois. C'est encore une théorie qui n'est avancée pour l'instant que par les autorités chinoises, et que ces enquêteurs de l'OMS vont tenter de prouver ou non. Mais ils sont vraiment dans un terrain extrêmement miné, pris au piège entre différents intérêts politiques et entre une guerre diplomatique, notamment entre Pékin et Washington. Charlotte, la deuxième phase de déconfinement en France est censée être entamée autour du 20 janvier, même si la date du 7 janvier est tout aussi importante, puisqu'on parle entre autres de l'ouverture pour les restaurants, les bars, etc. Mais je dis bien devrait, puisqu'il y a une possibilité encore qu'on retarde cette date.
Oui, tout à fait. Je vous le disais, les chiffres sont mauvais en France, du moins pas aussi bons qu'espérés en fait. Et donc oui, c'est vrai qu'on se dit qu'avec ces fêtes de fin d'année qui arrivent, eh bien, les choses ne vont pas aller en s'arrangeant évidemment. Et puis la poursuite du déconfinement va se poser puis, si les chiffres ne s'améliorent pas. Et puis tous les Français commencent à se le dire. Peut-être qu'ils ne seront pas déconfinés au mois de janvier, voire même peut-être qu'ils seront reconfinés. Et puis je précise que toutes les phases de déconfinement annoncées par le gouvernement sont conditionnées à des clauses de revoyure en fonction des chiffres de contamination en France. Et puis dans les médias, depuis plusieurs jours, on entend une petite musique qui monte, à savoir une troisième vague qui arriverait après les fêtes de fin d'année au mois de janvier. Donc cette petite musique commence à monter dans l'opinion. Les Français s'habituent. Et puis le gouvernement, il a fait savoir qu'il avait pris connaissance de l'exemple du Canada et des États-Unis qui ont fêté la fête de Thanksgiving fin novembre. Et juste après, les contaminations ont explosé, les décès également. Donc le gouvernement a bien cela en tête. Et puis dès le début du mois de janvier, nul doute qu'on aura ce qu'on appelle des ballons d'essai en communication politique, c'est-à-dire des petites fuites qui sont du gouvernement pour tester dans l'opinion ces nouvelles mesures qui pourraient entrer en vigueur ou non, donc ce déconfinement ou ce reconfinement. Et puis en tout cas, depuis le mois de mars dernier, date du premier confinement, c'est ce que le gouvernement a fait à chaque fois en faisant fuiter les mesures dans l'opinion pour savoir si les Français acceptent ou pas, accepteraient, voilà, ou se rebelleraient. Et puis il faut savoir que le gouvernement, il aimerait bien mettre un terme à la pratique du stop and go. Vous connaissez cette pratique, mais tant que la majorité des Français ne sera pas vaccinée, eh bien ça paraît compliqué. Donc il va falloir continuer à respecter les gestes barrières, parce que contrairement à la Chine, la technique du tester, tracer, isoler en France ne fonctionne pas bien. On ne teste pas les asymptomatiques et on voit seulement que les mesures efficaces, c'est de rester confiné. Absolument. Et puis alors, les vaccins, d'ailleurs, selon les compagnies qui les font, on parle plutôt de fin de l'année prochaine pour pouvoir respirer, en tout cas peut-être sans masque. Merci beaucoup, Charlotte. On va revenir bien évidemment sur tout ça. Merci beaucoup à Charles d'avoir été avec nous depuis la Chine. On va revenir justement sur la question des vaccins et puis on va regarder aussi ce qui se passe du côté de nos voisins britanniques et un peu plus dans le monde arabe ou la région de l'Afrique du Nord et Proche-Orient. On revient juste après le bulletin d'information. À tout de suite. Yacine, Maïva. Bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Nous allons tout de suite parler de la situation dans le monde arabe d'un côté et puis de nos voisins britanniques dans quelques instants. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette deuxième partie notre rédacteur en chef à Monte-Carlo Doualiya, Moustapha Toussa. Bonjour. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Et nous avons avec nous aussi en duplex depuis Londres notre correspondant Hervé Amoric. Bonjour Hervé. Alors, nous allons commencer justement avec vous, Hervé. Cette semaine, en Grande-Bretagne, les pubs, les restaurants, les cinémas, musées, surtout à Londres, sont contraints de fermer les portes pour la 3e fois. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, la progression de l'épidémie est jugée aujourd'hui exponentielle, ce qui explique cette fermeture dans la capitale et plusieurs régions du sud du pays où l'on parle d'une nouvelle souche du coronavirus. De nouvelles variantes ont été constatées, particulièrement ici dans la région du Grand Londres, effectivement. Ce qui inquiète particulièrement les autorités sanitaires, c'est qu'il y a une contagion particulièrement intense de ces nouvelles variantes, et bien sûr aux approches des célébrations de Noël. Donc des mesures ont déjà été prises, notamment la rentrée scolaire au mois de janvier sera échelonnée. Seuls les élèves qui ont des examens dans l'année vont rentrer à l'école, les autres feront une rentrée électronique pour les prochaines semaines. Le Premier ministre Boris Johnson, lui, a appelé bien sûr à la prudence, à la retenue. Il demande aux gens de voyager le moins possible, surtout des zones de grande contamination, comme c'est le cas ici dans la région de Londres, vers des zones où le virus se propage moins. Il y a des différences géographiques, par exemple en Angleterre, 3 familles peuvent se retrouver pour célébrer ensemble Noël, 3 générations. En revanche, au Pays de Galles, qui lui va être reconfiné, il y aura seulement 2 familles autorisées à célébrer ensemble Noël. Ensuite, par exemple, l'Irlande du Nord aura un couvre-feu et un reconfinement après Noël. Donc il y a des mesures différentes. Mais ce qui est une bonne nouvelle pour la population, je suppose, c'est que le Premier ministre britannique
a réuni les patrons des gouvernements d'Irlande du Nord, d'Écosse et du Pays de Galles, des gouvernements régionaux. Et ensemble, à l'unanimité, ils ont décidé de ne pas interdire les célébrations de Noël, bien sûr, ce qui aurait été fort mal accueilli par la population dans cette période de morosité liée, bien sûr, à la lutte contre la pandémie et liée à l'incertitude du Brexit. Alors, justement, en parlant de période de morosité, en fait, beaucoup d'espoirs, d'ailleurs, hein, sont portés par ces campagnes de vaccination que tout le monde attend. Et les Britanniques sont aujourd'hui très contents de ne plus attendre le feu vert de Bruxelles. Et une large campagne, justement, de vaccination a pu être lancée. Absolument, les Britanniques ont tiré profit de leur période transitoire vers la sortie de l'Union européenne. C'est un moment assez particulier, mais ils ont pu commencer une campagne de vaccination et c'est un bon départ pour les autorités sanitaires. 140 000 personnes ont déjà été vaccinées. Lundi, il y a eu le début d'une nouvelle phase dans la vaccination parce que ce ne sont plus seulement les hôpitaux, les grands hôpitaux qui font partie de cette campagne d'administration du vaccin, mais également les cabinets de généralistes, 200 pour l'instant, il y en aura plusieurs milliers dans quelques semaines. Le but est de vacciner tous les plus de 50 ans d'ici l'été, et en plus, bien sûr, tous les plus jeunes qui sont prioritaires pour des raisons cliniques. Le problème que les autorités sanitaires voient pour l'instant, ce sont les récalcitrants, mais bien sûr, on espère que si la situation continue dans cette campagne de vaccination de bien se passer avec du moins fort peu d'obstacles majeurs, eh bien ce nombre de récalcitrants devrait diminuer au fur et à mesure. Moustapha, en parlant de vaccination, justement, il y a plusieurs pays qui sont en Afrique du Nord ou dans le Proche-Orient qui ont annoncé de larges campagnes de vaccination. Alors, on l'a vu en Arabie Saoudite, par exemple, ça avait déjà commencé. Aux Émirats, il y a eu des essais cliniques en septembre. Le Maroc, on parle aussi. Comment font-ils pour faire face à des problèmes, entre autres, par exemple, de distribution, de stockage, qui sont un casse-tête, même ici en Europe d'ailleurs? Oui, je crois qu'ils rencontrent les mêmes problèmes que les Européens, leur capacité à stocker ces vaccins de manière à les conserver efficaces, mais d'abord leur capacité à accéder à ces vaccins. Il ne faut pas oublier que dans ces pays arabes, il y a un déséquilibre entre un certain nombre de pays arabes, notamment du Golfe, où ils ont les moyens et le budget nécessaires pour préempter des stocks et leur population est moindre. Et vous avez des pays comme l'Égypte, avec 100 millions d'habitants, comme les pays du Maghreb, qui n'ont pas accès forcément à ces stocks. Donc, dans le monde arabe, à la différence des pays européens, les pays européens rencontrent une difficulté à convaincre les citoyens de se faire vacciner et de la crédibilité du vaccin. Quant au monde arabe, c'est pas la conviction, c'est pas la tentative de convaincre, c'est la tentative d'avoir accès à ces stocks de vaccins. D'ailleurs, on voit très bien qu'un certain nombre de constructeurs ou de fabricants de ces vaccins essaient un petit peu de passer des alliances locales pour pouvoir fabriquer local et pour pouvoir délivrer à ces populations. Alors justement, c'est grâce à ces accords qu'on a vu qu'il y a eu le vaccin chinois Sinopharm qui a été approuvé dans plusieurs de ces pays. La société chinoise mène toujours des essais cliniques de stade avancé dans 10 pays aujourd'hui. Oui, il faut dire, Aziza, que c'est le fruit de la grande diplomatie de la soft power chinoise qui a réussi, à force d'investissement sur l'humain, sur le matériel, à convaincre ces pays d'acheter et de préempter le vaccin chinois. D'ailleurs, il y a même un projet de cofabrication au Maroc, aussi dans les pays du Golfe. Donc là, c'est l'efficacité de la diplomatie chinoise qui a su investir dans cet espace, profitant un petit peu de l'égoïsme des Européens qui cherchaient des vaccins pour eux-mêmes et profitant aussi de la stratégie de Donald Trump qui avait America First, d'abord voulait absolument soigner ces Américains avant de penser aux autres populations. Les Chinois ont profité de cette fenêtre pour pouvoir diffuser leur pouvoir et diffuser leurs vaccins. Et apparemment, ça a l'air de marcher puisque tous ces pays arabes ont l'air d'accorder une grande crédibilité au vaccin chinois, même si on n'a pas toutes les données sur ses effets secondaires et sur ce qu'il peut engendrer comme choses négatives sur le malade. Et d'ailleurs, une partie des essais, alors je le disais, il y a des essais qui sont faits aujourd'hui dans 10 pays, mais une partie de ces pays, justement, il y a eu aux Émirats, entre autres, il y a eu au Maroc,
qu'il y en a eu donc au Proche-Orient, au Maghreb, etc. Oui, alors je ne sais pas, moi j'ai eu l'occasion de parler avec un spécialiste au Maroc justement. Je lui ai dit pourquoi cet attrait pour le vaccin chinois, pourquoi il y a cette admiration pour le vaccin chinois. Alors il avait l'air de me dire qu'apparemment la souche du virus qui s'est répandue au Maroc serait comparable ressemble à celui des Chinois, et donc l'efficacité est beaucoup plus garantie qu'un vaccin qui viendrait par exemple des États-Unis ou d'Europe. D'ailleurs, les vaccins, entre autres de Pfizer, de Moderna, etc., ce sont ceux qui sont plutôt en Amérique du Nord et en Europe. Ce sont ceux qui ont été commandés par les pays occidentaux jusqu'ici. Alors, je reviens vers vous, Hervé. Vous avez parlé justement tout à l'heure du Brexit. J'ai envie de vous demander, puisque le feuilleton du Brexit continue, en fait, en Grande-Bretagne et entre la Grande-Bretagne et Bruxelles. Tout a commencé en juin 2016, donc on est à peu plus de 4 ans avec le résultat du référendum britannique en faveur de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et pourtant, ce divorce n'a toujours pas été acté. Où en sont les négociations aujourd'hui? Et puis, est-ce que ça s'arrêterait bien un jour? Nous sommes dans la phase terminale de la phase terminale. C'est une question d'heures, disait naguère Michel Barnier, le chef de file des négociateurs européens, sans préciser, en revanche, le nombre d'heures dont il parle, parce qu'effectivement, il ne le connaît pas. Ce qu'on peut dire toutefois, si le Premier ministre britannique, lui, se dit toujours pessimiste quant à l'issue de ces négociations, beaucoup ici espèrent que dans les prochains jours, on arrivera à un accord historique, un accord de libre-échange historique entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, sans quoi il y aurait un impact terrible sur l'économie de ce pays en pleine période de pandémie, évidemment. En tout cas, sur la question qui est la clé de voûte de ce projet d'accord de libre-échange, eh bien, les choses ont avancé. Il s'agit pour l'Union européenne de donner libre accès à son grand marché unique, à condition que les Britanniques respectent un commerce équitable, c'est-à-dire qu'ils respectent les mêmes normes que l'Union européenne, par exemple dans le droit du travail, dans le respect de l'environnement et tout un tas d'autres secteurs. Et donc, pour s'assurer qu'à l'avenir, il n'y aura pas de problème, les deux parties sont en train de mettre en place un système d'arbitrage qu'ils vont accepter de part et d'autre pour régler les problèmes à venir. Donc, des progrès sur cette question-là. En revanche, toujours beaucoup de problèmes sur l'autre question qui touche beaucoup moins de gens et de personnes et dont, en fait, l'aspect économique est plus réduit, mais l'aspect symbolique très important, c'est la question de la pêche. Combien faut-il donner aux Britanniques pour les dédommager après le 1er janvier, pour qu'ils laissent entrer dans les eaux territoriales britanniques les bateaux de pêche européens? Il y a un désaccord pour l'instant sur cette question-là. Les Britanniques voudraient être dédommagés beaucoup plus que ce que les Européens sont prêts à payer. Ensuite, il y a aussi des problèmes sur combien de temps est-ce que l'accord va régir cette relation de pêche entre l'Union européenne et les Britanniques. Donc, plusieurs problèmes restent à fixer avant de pouvoir lever les bras au ciel, peut-être d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup. Merci Hervé. Merci à vous Mostafa. À travers vous d'ailleurs, je voudrais juste remercier pour cette dernière tous nos correspondants partout dans le monde qui nous ont permis tout au long de cette année de vous apporter l'information depuis le terrain. Tous ces correspondants qui se sont d'ailleurs adaptés à ces conditions. On a travaillé confinés, déconfinés, reconfinés et avec le Covid, à tous nos chroniqueurs. Merci Mostafa. Vous en faites partie, tous les chroniqueurs de France Média Monde, qu'ils soient de France 24, de RFI, de Monte Carlo, d'Oualia. Merci à vous tous aussi. Un très très grand merci aussi à notre régie. Alors j'aurais bien aimé vous les montrer, mais nous avons quelques petits problèmes de connexion en interne. Merci beaucoup à toutes les équipes en régie de nous avoir suivis aussi. Pareil, on vous a un peu perdu de vue pendant le confinement, mais on revient avec grand plaisir. Et merci aux deux personnes qui sont à mes côtés, qui m'aident beaucoup pour la mise en place de cette émission et sans lesquelles on ne pourrait pas vous présenter tous nos numéros chaque semaine. Merci à Mohamed Chanteur et merci à Lamia Magnard. Merci à vous tous aussi de nous suivre. Merci pour votre confiance. On reviendra avec grand plaisir en 2021. Très très bonne fête à tous.